d'être venu à cette rencontre qui est organisée donc par IDEA, qui est un dispositif d'innovation pédagogique qui est géré de manière transversale par Université Paris-Est et 8 établissements qui participent au projet. Et dans le cadre des missions d'IDEA, nous avons pour objectif d'accompagner la formation des enseignants. Alors aujourd'hui, j'interviens en tant que chargé de mission IDEA, j'interviens aussi en tant que doctorant-chercheur sur les jeux vidéo, puisque mathématiques de recherche est consacrée vraiment à l'apprentissage en jouant, comment on apprend en jouant à des jeux vidéo. Hop. Tac. Donc, le déroulé de la matinée que je vous propose, donc on est déjà un petit peu en retard, mais ce n'est pas si grave que cela. Dans une première partie, je vais plutôt vous proposer quelques bases qui me servent en tout cas dans mes recherches sur les jeux vidéo, sur le game design en général, et aussi en espérant que ces bases pourront vous être utiles pour vous en tant que formateur. Dans la deuxième, il y aura une deuxième partie qui sera une petite pause intitulée Pause Gaming, puisque nous aurons 20 minutes d'échange avec 2 jeux vidéo, donc un ici et un qui sera derrière vous. Donc l'objectif, ce sera aussi pour vous d'appréhender les objets, pourquoi pas. Normalement, j'ai choisi des jeux qui sont faciles d'accès, qui sont très accessibles pour les personnes qui ne maîtrisent pas ou qui ne sont pas familiers de ces objets-là. Dans une troisième partie, enfin, nous aurons une table ronde avec 2 game designers que nous avons la chance d'avoir aujourd'hui. Donc il s'agit des Géraud de Cougère, aka Doc Géraud, qui donc est game designer pour Ubisoft, qui tient une chaîne YouTube qui a, selon mes souvenirs, un peu plus de 60 000 abonnés. Et nous avons aussi Jonathan Pénaud, qui lui a été game designer sur un jeu massivement multijoueur intitulé Dofus, qui est géré par Ankama, et qui est aujourd'hui professeur à l'ICANN en game design. Donc je me suis dit, en préparant mon intervention, je voulais tout de suite partir sur une étude de cas, en disant voilà, on va analyser ensemble une séquence pédagogique d'un jeu vidéo au hasard que j'ai choisi. Mais je me suis dit peut-être qu'une petite étape, une courte introduction sur les quelques concepts clés que je vais beaucoup employer et beaucoup répéter pendant cette matinée, et que l'on va tous ensemble, je pense, avec les game designers après, répéter. Donc le premier mot-clé que j'ai envie de vous partager, c'est le game design. Donc comment définir le game design? Je pense qu'il y a une pluralité des définitions. Celle que je vous propose aujourd'hui, c'est l'agencement des façons, des gameplays, des assets. Un asset, ça peut être quelque chose de visuel, une musique, un espace. Et donc le game design, c'est la façon d'agencer une expérience ludique. C'est la définition que je vous propose ce matin. Elle est tout à fait critiquable. Le gameplay, ce matin, je vais le définir comme étant l'ensemble des interactions entre l'individu, le joueur ou la joueuse, et le code, les règles du jeu. Donc s'il s'agit d'un jeu plateau, le gameplay du jeu plateau, ça va être vraiment tout ce qui concerne les interactions entre le joueur et les règles du jeu. Comment est-ce qu'il y a des lancers de dés, comment on déplace son pion. Dans le cadre du jeu vidéo, qui est quelque chose de très pragmatique, bien plus pragmatique que les jeux plateaux ou les jeux que l'on peut avoir dehors, ça va être vraiment les interactions qu'il y a entre le joueur et le code informatique. Parce qu'on est dans les cadres des jeux vidéo, nous sommes dans des structures qui sont relativement figées par finalement les algorithmes et le code informatique. Pour commencer cette... donc, je vais mettre le son. Voilà. J'ai choisi une petite séquence d'un jeu qui s'intitule Undertale, donc qui a été réalisé par Toby Fox et qui a été diffusé massivement en 2015.
Donc Undertale est ce qu'on appelle un RPG. Donc un RPG, c'est un role-playing game. C'est un genre vidéoludique qui se consacre principalement à l'élaboration et à la montée en compétence d'un personnage. Donc un RPG, vous créez votre personnage où vous en avez un à disposition et globalement, toutes les mécaniques de jeu, tout le gameplay va se concentrer sur l'augmentation des compétences du personnage. L'un des marronniers de ce genre de jeu, c'est qu'on monte en compétence en battant des monstres, en se battant contre des ennemis, et cela résulte souvent par la mort de l'ennemi. Mais ça, c'est un marronnier ludique et vidéoludique. Ce que propose Undertale, c'est de parcourir l'intégralité du jeu, qui est un RPG, sans tuer une seule personne. Donc il y a une proposition vidéoludique qui est déjà très forte à la base. Et très tôt dans le jeu, on nous apprend, on nous incite plutôt à penser de cette façon-là. Et je vais maintenant vous laisser regarder la vidéo. Hop, s'il y a du son. Hop. Il n'y a pas beaucoup plus de son. Hop. Donc, première salle où elle a expliqué brièvement ce qu'il fallait faire, c'est la salle suivante qui va nous intéresser. Donc, en tant qu'être humain, il faut vous préparer au type de situation que sont les combats. Et pour ce faire, il y a un mannequin sur lequel on peut s'entraîner à combattre des personnages non joueurs. Voilà. Donc là, plutôt que de se combattre, on choisit de discuter avec le mannequin. Il ne répond pas vraiment. On gagne le combat. C'est tout au long du jeu, on nous invite à toujours détourner les usages, on nous invite à ne pas se battre contre des personnages non joueurs. Ce que je retiens de cette séquence dans le cadre de mes recherches et que je partage avec vous, c'est que là, j'y ai vu une séquence d'apprentissage dans laquelle il y a eu ce qu'on appelle un acte total d'apprentissage. On nous a transmis une information en tant que joueur, et cette information, on la digère d'une certaine façon, ce qui nous pousse ensuite à agir d'une certaine façon à l'égard des autres éléments de gameplay. C'est de cette façon que j'interprète la séquence qui s'est passée. Si on va un petit peu dans le détail, on s'aperçoit que cette séquence a été composée de plusieurs événements d'apprentissage. Donc on a eu l'acte total d'apprentissage et maintenant nous avons des événements d'apprentissage qui sont plus courts et j'en ai retenu 2 qui devraient vous parler. Il y a eu une première phase d'apprentissage de réception. Donc comme je suis en train de le faire présentement et comme vous le faites probablement en amphithéâtre, dans lequel je vais partager une information avec vous. Dans la séquence que vous avez vue, cette phase de réception s'est déroulée de la façon suivante. On a eu un cadre, une boîte de dialogue qui s'est ouverte et on a obligé le joueur à lire cette boîte de dialogue, à valider la boîte de dialogue. Il y a eu une deuxième phase. D'apprentissage, c'est une phase d'exercisation. Donc, le personnage non joueur nous a dit, bon bah allez, maintenant je vous ai transmis un message, vous allez vous entraîner à ce message. Et vous allez voir si vous avez le choix de vous comporter d'une certaine façon, soit en prenant compte le message, soit en n'y faisant pas attention. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu finalement, en tant que joueur, nous avons été sensibles à 2 fois le même message. Sauf que la première fois, on nous a obligés à voir ce message, et la deuxième fois, nous avons eu la possibilité de nous émanciper de ce message. L'intérêt d'alterner ces phases d'apprentissage, c'est qu'on autonomise le joueur, on autonomise l'apprenant. Plus on va varier des approches pédagogiques différentes sur un même message, et plus l'apprenant sera potentiellement capable de traduire ce comportement qu'il a eu lors de la séquence pédagogique
dans une autre situation de sa vie. Le sous-texte de ce type de jeu, de Undertale, c'est de créer une multiplicité de nombreuses situations dans lesquelles on va pouvoir toujours résoudre, que l'on va toujours pouvoir résoudre sans conflit. Donc, si on fait une translation, on s'aperçoit que l'intérêt, c'est la question qui peut venir se poser, c'est est-ce que si, en tant que joueur ou joueuse, on va jouer beaucoup à Undertale, est-ce qu'on va apprendre à résoudre des conflits de manière pacifique et est-ce qu'on va apprendre à reproduire cette résolution de conflits de manière pacifique dans les autres sphères de la vie? Il se trouve que c'est plus compliqué que ça. C'est beaucoup plus compliqué puisque, nous allons le voir par la suite, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. La question de l'apprentissage avec les jeux et les jeux vidéo, elle a toujours été envisagée. Pourquoi? Parce que très tôt déjà, on a considéré que les jeux, être en train de jouer, c'est être dans une sphère plus ou moins hermétique de la réalité, mais qui oblige dans tous les cas le joueur ou la joueuse à être dans un processus métacognitif. Donc la personne qui joue est toujours dans la réflexion sur ses propres comportements. Donc très tôt, on s'est dit, si elle réfléchit par rapport à ce qu'elle fait dans le jeu, est-ce qu'elle peut réfléchir à travers le jeu sur quelque chose qui dépasse le jeu? Et cette vision que je vous partage aujourd'hui n'a pas toujours été partagée et ne l'est toujours pas. Donc ça, c'est une vraie question de débat aujourd'hui. Parce que, notamment, apprendre avec le jeu, il y a eu ce qu'on peut dire plusieurs époques. Tout d'abord, il y a eu ce qu'on considère, ce que j'ai intitulé le jeu comme finalité. Donc on apprend dans le cadre d'un jeu vidéo ou d'un jeu, mais tout ce que l'on apprend ne sert qu'à la pratique du jeu. Et ça, par exemple, c'est Huizinga qui nous partage cela. Donc Huizinga, c'est quasiment le premier auteur à avoir traité de la question du jeu. En tout cas, c'est aujourd'hui la personne qui fait référence, avec un ouvrage qui est sorti dans les années 30 intitulé Homo Ludens. Et donc lui, son texte, c'était de dire tout ce que l'on apprend dans le jeu ne doit servir qu'au jeu. Et il fait notamment un parallèle avec certaines formes artistiques comme la musique. Et son exemple, lui, il prend l'exemple de jouer du piano. Et il explique que jouer du piano, apprendre à jouer du piano, ne sert strictement qu'à jouer du piano à terme. Et il n'y a pas d'autres objectifs qui peuvent en découdre. Mais ça, on est dans les années 30. On est dans les années 30. On fait un bond en avant. Dans les années 90, des chercheurs français, notamment Gilles Brougère, ont travaillé sur l'activité, enfin le jeu comme une activité qui fait partie d'une séquence. Donc Gilles Brougère, lui, nous explique, alors il a principalement travaillé sur la question des jeux les jeux pratiqués lors de la petite enfance. Et il expliquait dans un papier dans les années 90 que le jeu ne sert à un objectif pédagogique que s'il est encastré dans d'autres activités qui servent un objectif plus grand, qui dépasse simplement le fait de jouer. Donc ça, c'est ce qu'il nous propose dans les années 90. Aujourd'hui, et depuis les années 2000, on a des façons de penser le jeu comme, d'un côté, une activité principale. Donc ça, c'est les serious games que vous connaissez, que vous avez déjà expérimenté probablement dans le cadre de vos métiers. Et les jeux comme des espaces d'apprentissage informel. Donc, notamment, on a 2 chercheurs en France qui s'intéressent particulièrement à ces 2 dernières questions. Le jeu comme activité principale, c'est Julien Alvarez, qui travaille à Lille en ce moment.
Et le jeu comme espace d'apprentissage informel, c'est Vincent Berry. Donc ce sont deux chercheurs qui travaillent vraiment sur ces problématiques. Pour le premier, donc Alvarez, et le jeu comme activité principale, il y a plutôt une vision, on peut apprendre en jouant à des jeux et en jouant à des jeux vidéo. Par contre, il faut être assez strict et proposer un cadre plutôt formel de jeu pour cela. Le second est bien plus contrasté dans ses propos puisqu'il ne définit pas uniquement l'activité ludique comme une activité, comme quelque chose qui va permettre l'apprentissage, mais quelque chose qui va créer d'autres façons d'apprendre. Donc Vincent Berry a notamment travaillé sur les jeux massivement multijoueurs. Et donc pour lui, un jeu du style World of Warcraft, donc c'est un MMORPG, donc un jeu massivement multijoueur basé sur la montée en compétences de son personnage, eh bien il explique que les mécaniques vidéoludiques de ce jeu permettent des apprentissages informels par des échanges au sein de la communauté des joueurs. Donc les joueurs vont eux-mêmes s'enseigner les uns les autres des pratiques, des techniques ou autre chose. Donc par exemple, c'est là où le jeu ne devient finalement plus qu'un support de discussion et la principale partie du temps consacré par les joueurs se retrouve uniquement dans la session de chat, mais aussi des jeux qui réunissent une communauté qui va aller s'organiser parfois dans d'autres endroits. Aujourd'hui, World of Warcraft possède l'un des sites wiki les plus étoffés du monde. Le deuxième wiki le plus étoffé, je crois, consacré aux jeux vidéo, c'est Pokémon. Donc pour dire quand même qu'il y a des communautés monstrueuses qui s'organisent de sorte à créer et à mettre en valeur des savoirs. On a beau avoir plusieurs courants de pensée, en tout cas plusieurs opinions sur le potentiel pédagogique des jeux vidéo, il faut savoir que l'industrie a quand même misé le paquet dessus. Donc pour les entreprises qui créent des jeux vidéo, il n'y a quasiment aucun doute là-dessus. En tout cas, c'est là-dessus qu'ils promeuvent leurs activités. Alors là, pareil, j'avais choisi, je voulais mettre une affiche d'un jeu récent, mais je me suis dit ça va faire la promotion de quelque chose qui existe aujourd'hui, c'est un peu triste. Donc j'ai choisi un jeu qui est sorti dans les années 90 qui s'intitule Pepsi Man. C'est pas une blague, c'est un jeu qui a été créé dans le but de, entre guillemets, vendre du temps potentiel de cerveau à Pepsi, évidemment. Donc finalement, même si au niveau de la recherche, on est bien plus dans une discussion qui se construit très très lentement, au niveau industriel, il n'y a pas de souci là-dessus. Même si on ne sait pas, on y va quand même. Donc c'est ce qui s'est passé, notamment donc, le jeu que je vous ai présenté, c'est ce que l'on considère comme un advertisement game, ou advertising game. Mais ça s'est aussi, tout de suite après, ça a été repris vraiment avec des objectifs institutionnels. Et ce sont devenus, c'est ce qui est devenu par la suite des serious games. Donc on a aujourd'hui plusieurs genres vidéoludiques qui se consacrent à caractériser les jeux vidéo et les jeux en fonction de leurs différents objectifs pédagogiques. Donc je vous ai présenté les advergames. Ça, c'était vraiment des jeux publicitaires. Si vous avez une fois parcouru Internet sans votre bloqueur de publicité, vous avez probablement vu une bannière où il vous était possible de dégommer 5 iPads pour gagner un iPad. Et donc ça fait partie des advergames. Ça a été repris ça a été critiqué par un chercheur qui se nomme Frasca, et lui a proposé quelque chose de nouveau intitulé les news games. Donc les news games, pour ce chercheur, ce sont des jeux et des jeux vidéo qui se consacrent à un phénomène d'actualité. Et donc l'objectif, c'est qu'en jouant
on appréhende une situation ou on appréhende une opinion sur un phénomène qui s'est déroulé dans l'actualité. Par la suite, il y a eu l'émergence donc des serious games, puis d'un genre plus général des persuasive games. Donc persuasive games, c'est peut-être un peu jargonneux pour dire des jeux qui ont un objectif de convaincre, de persuader son audience. Donc la finalité qui a été identifiée dans le jeu, c'est vraiment convaincre l'audience de quelque chose. Et enfin, depuis les années 2010 maintenant, on a un nouveau concept qui a émergé, c'est le concept d'expressive games. Donc là, cette fois par un chercheur français, Sébastien Janvaux, qui s'attachent plutôt à définir les jeux vidéo comme des espaces potentiels pour expérimenter une situation sans chercher à convaincre le joueur de quelque chose. Donc un exemple d'expressive games, tout simplement, on vous fait incarner une personne qui peut avoir une difficulté motrice et vous allez pouvoir expérimenter un tout petit peu ce que c'est d'avoir une difficulté motrice en tant qu'être humain. Mais ça ne va pas chercher à vous convaincre de dire regardez, c'est triste, il faut plus d'aide par exemple de l'État, il faut plus quelque chose. On s'arrête à l'étape précédente. Tous les genres que je vous présente sont aujourd'hui difficilement distinguables les uns des autres, puisque ce sont des genres qui se consacrent vraiment au discours des jeux vidéo. Donc on ne cherche pas à caractériser une façon de jouer, mais on cherche à caractériser le discours qui est porté par le jeu. Et donc ça, c'est quelque chose que je vous présente aujourd'hui, mais qui est relativement discutable. Ça vient nous aider dans notre réflexion, mais on peut critiquer l'ensemble des termes présentés. Quelques exemples quand même pour vous montrer qu'aujourd'hui, il y a derrière les jeux les plus visibles dans les médias, il y a vraiment des jeux qui vous proposent des expériences différentes. Le premier, que je vais peut-être finalement pas lancer, c'est un jeu intitulé September 12, qui a été créé par Gonzalo Frasca. Donc c'est un jeu qui fait évidemment référence aux événements du 11 septembre. Et cette fois, le jeu vous propose d'incarner quelqu'un qui cible donc là, c'est un contexte géographique plutôt Moyen-Orient et début d'Asie mineure. Et ce que fait le jeu, c'est qu'il vous montre ce que ça fait de bombarder des populations sur place. Donc c'est quelque chose qui est, finalement, je ne vais pas le lancer, mais c'est quelque chose d'assez violent, finalement, visuellement. Et donc le jeu représente ce qu'il se passe. Donc le jeu nous invite à cibler des personnes considérées terroristes, mais en bombardant les personnes considérées terroristes, on s'aperçoit qu'on attaque aussi des personnes qui sont non concernées. Et donc le jeu vidéo nous propose d'appréhender un tout petit peu cette situation. Et ça, c'est ce qui fait partie. Alors, c'est ce que Gonzalo Frasca, c'est la personne qui a défini les news games. Et donc, c'est en créant son jeu vidéo qu'il a proposé aussi le concept. Le jeu d'à côté, que je vais lancer sans mettre de son, mais que je vais vous expliquer à l'oral, c'est un jeu que l'on va plutôt catégoriser en tant que expressive games. C'est un jeu qui vous propose d'expérimenter la faune et la flore d'un environnement en vous faisant incarner celle-ci. Donc vous commencez le jeu, malheureusement c'est pas extrêmement visible, j'en suis désolé. On vous fait incarner un ours qui se déplace et vous vous baladez dans une forêt en temps course et vous regardez ce qui se passe.
Ce que propose le jeu, c'est de vous faire à tout moment incarner un autre animal. Donc dès que vous rencontrez par exemple une oie, vous pouvez incarner une oie. Dès que vous rencontrez aussi une fleur, vous pouvez incarner cette fleur. Et le jeu a pour message le suivant, c'est on est toujours au milieu de quelque chose. Peu importe l'échelle que l'on va créer, que l'on va générer, on sera toujours au milieu de celle-ci, quoi qu'on mette en tant qu'extrémité. Et en nous faisant jouer, le jeu cherche simplement à nous diffuser ce message. Voilà, vous êtes au milieu. Et après, vous tirez les conclusions que vous voulez de ce message. Et malheureusement, on ne voit pas, c'est vraiment assez drôle en plus à regarder, puisque les animaux ne se déplacent pas du tout de manière, comme on pourrait le voir, ils ne font que rouler sur eux-mêmes et sans être animés finalement. Et c'est tout. Le jeu ne vous propose que ça. Et donc on voit quand même que du côté de la production, eh bien, il y a eu ce parti pris très tôt de considérer les jeux vidéo comme des potentiels médias de diffusion d'un message et que après ce message, on peut potentiellement le caractériser sur une échelle entre persuasion extrême, on veut absolument convaincre, et plutôt expressivité, on cherche juste à proposer une expérience et après vous faites ce que vous voulez avec. L'arrivée des Game Studies, donc on a vu un petit peu un contexte historique de recherche, on a vu un contexte un petit peu de production. Les Game Studies qui se regroupent sous les Media Studies au sens général ont apparu, on considère à peu près l'apparition au début des années 2000 avec la revue intitulée Game Studies qui a été créée par Espen Aarseth, qui est aussi un grand chercheur reconnu sur les jeux et les jeux vidéo. Et l'arrivée des Game Studies est intéressante parce qu'elle met en débat toutes les questions que nous avons pu poser au cours de ces 20 premières minutes de présentation. Puisque là, c'est vraiment l'étude des jeux par les sciences humaines, les sciences aussi des techniques, mais toute science peut intégrer potentiellement les Game Studies. Ça va être de répondre à des grandes questions qui concernent les jeux et les jeux vidéo. Et aujourd'hui, il y a un débat récurrent qui tient en tout cas les chercheurs, qui les tient en haleine. C'est vraiment sur les impacts que peuvent avoir les jeux vidéo sur les joueuses et les joueurs. Donc, aujourd'hui, il ne s'agit pas de considérer les jeux vidéo ont un impact ou les jeux vidéo n'ont pas d'impact. On est vraiment dans une discussion et il n'y a pas d'accord aujourd'hui. Pourtant, il y a quand même deux grands courants de pensée. Le premier considère que les jeux sont un espace de catharsis, donc dans lequel on peut exprimer quelque chose qui a été refoulé ou pas. Mais en tout cas, on peut s'exprimer sans contrainte d'une règle qui viendrait nous punir dans la vie réelle, dans la vie de tous les jours. Cette école de pensée, ce courant de pensée, est critiqué par les tenants de ce qu'on appelle l'apprentissage social, qui vont vraiment plus avoir une vision un peu socio-constructiviste, et ils vont considérer que les jeux, peu importe lesquels, sont des objets qui contiennent un ensemble de valeurs puisqu'ils ont été créés dans des systèmes organisationnels de la société qui ont des valeurs. Et dans tous les cas, les jeux vidéo et les jeux, qu'on le veuille ou non, diffusent des valeurs. Ce qui peut potentiellement avoir un impact sur les joueuses et les joueurs. Au début, j'aurais pu faire simple et vous dire, vous poser la question, est-ce que les jeux rendent violents ? Ça, c'est la question lambda qui est généralement posée à toutes ces discussions. Et puis après, je me suis dit que ce n'était pas si intéressant que ça.
puisque avant de poser cette question, il faudrait définir ce que l'on entend par violence. Et s'il s'agit de dire que les jeux, en jouant, on va avoir plus facilement, on va potentiellement plus utiliser une arme à feu à la suite de ce jeu vidéo, c'est discutable. C'est totalement discutable. Par contre, on peut considérer, et des chercheurs le montrent, notamment, donc il y a notamment des études en Gender Studies et en Game Studies qui étudient cela, qui s'attachent à constater que les jeux et la pratique des jeux et des jeux vidéo diffusent des représentations, et ces représentations modifient un tout petit peu certains systèmes de représentation chez les joueuses et les joueurs. Donc l'autrice que je vous ai évoquée, Scharrer, elle a notamment travaillé sur l'hypersexualisation des personnages masculins et féminins et tous les phénomènes liés à l'hypersexualisation. Et l'une des conclusions qu'elle tire, c'est que les jeunes qui constatent des phénomènes hypersexualisants chez les femmes vont être peut-être un peu plus imbibés si une situation réelle se produit ou s'il y a une violence réelle qui est faite, en caractérisant bien sûr cette violence, mais voilà, ils ont constaté ça. Ils se sont dit, voilà, en faisant jouer des joueurs et des joueuses à des jeux vidéo, ils ont observé que des situations qui proposaient des similarités dans la vie réelle, eh bien, les joueuses et les joueurs ne répondaient plus de la même façon. Donc par exemple, une situation de... tout simplement, je vais prendre une situation simple par exemple, le fait de ne pas donner la parole à certaines personnes. Eh bien, l'autrice, Scharrer, a constaté que les joueurs, après avoir joué à certains jeux vidéo, parce qu'il faut aussi caractériser les jeux vidéo, eh bien, ils étaient finalement plus hermétiques. En tout cas, ils réagissaient moins, ça leur venait moins, ils étaient moins critiques vis-à-vis de cela. Mais tout cela, c'est vraiment sujet à discussion. Et comme je le disais, il faut vraiment caractériser toutes les questions qui sont posées. Dans les questions qui sont posées, il faut vraiment s'attacher à définir l'ensemble des concepts qui sont proposés, puisqu'il faut rentrer vraiment dans les détails. Et ça, en rentrant là dans les détails, on se retrouve avec des sujets qui demandent beaucoup de temps à traiter. Et finalement, ça demande forcément beaucoup de temps. Et donc on va plus partir de postulats aujourd'hui sans attendre forcément les résultats. Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a ce débat au niveau des apprentissages qui peuvent avoir lieu au sein des jeux vidéo. Penser le game design comme une approche pédagogique, c'est, dans les cadres de recherche, c'est partir de quelques éléments qui sont banalisés chez les game designers et se les réapproprier en tant que chercheur sur le sujet ou en tant que formateur. L'un des concepts clés du game design concerne la boucle de gameplay. Donc, telle qu'elle est présentée, ça a été diffusé sur le site Cooldown. Donc les personnes qui ont rédigé cet article ont représenté une boucle de gameplay, c'est-à-dire une représentation des interactions entre la machine, les règles du jeu et le joueur. Ils l'ont représenté de la façon suivante. On a un objectif qui va déterminer un certain challenge pour le joueur, en tout cas une certaine phase de gameplay, une phase de jeu, une séquence de jeu. Et cela va se traduire par une récompense. Donc on a un schéma cognitiviste, en gros, on essaie d'influencer le comportement du joueur, bêtement en créant un circuit de la récompense classique. Bon. Ce que j'essaie de faire aujourd'hui dans mes recherches, c'est comment réutiliser notamment cet outil pour analyser les approches pédagogiques qui sont présentes dans les jeux vidéo et les jeux. Parce que la critique et l'observation que je fais aujourd'hui, c'est que, en tant que formateur, il n'y a pas forcément non plus une formation à créer des jeux. Donc du coup, les objets que l'on se retrouve à créer, ce sont des serious games qui ne sont pas spécialement des plus amusants
si tant est qu'on pouvait définir amusant. Mais voilà, on se retrouve à créer des objets qui sont à cheval entre, d'un côté, un contenu pédagogique assez dense et des mécaniques assez pauvres qui ne proposent pas forcément qui ne proposent pas forcément une véritable approche construite et réfléchie de manière pédagogique. Donc la boucle de gameplay, réinterprétée d'un point de vue pédagogique, je la formule de cette façon. Tout d'abord, il y a un objectif pédagogique qui vient définir les éléments vidéoludiques qui vont répondre, qui vont nourrir cet objectif. Ces éléments vidéoludiques sont formalisés sont mis en récit, si vous voulez, à travers le game design de la séquence. Donc à travers l'agencement de la séquence. Et ils aboutissent à soit une récompense, soit une punition, puisque cela peut se traduire soit par la réussite ou l'échec du joueur. Ce que l'on a du mal aujourd'hui à mettre en œuvre, c'est de penser les relations entre objectifs pédagogiques et éléments vidéoludiques. Comment on va agencer cela? Comme je vous le disais dans la toute première étude de cas que nous avons vue ce matin, c'était quelque chose, je ne peux pas supposer que le game designer a pensé en se disant « Ok, on va faire un objectif pédagogique et on va se dire je vais mettre plusieurs approches pour laisser le joueur expérimenter ». Ça, je ne peux pas affirmer quelque chose là-dessus. Par contre, en tant qu'analyste de la séquence, je peux dire qu'il y a bien eu un objectif pédagogique de formuler et je peux bien dire que, en tant que game designer, cette personne a mis en récit des éléments vidéoludiques et ces éléments vidéoludiques se sont traduits par une récompense ou une punition chez le joueur. Les éléments vidéoludiques, donc là c'est un postulat que je formule, aboutissent à ce qu'on appelle dans le cadre donc de ce que je vais vous présenter après, le modèle des événements d'apprentissage de Leclerc et Poumet. Les éléments vidéoludiques se scénarisent, on va dire, en tant qu'événement, en tant qu'approche pédagogique. Donc parce que le game designer a agencé d'une certaine façon, sans forcément penser à à une approche pédagogique, et bien dans tous les cas, ça va aboutir à une approche pédagogique que nous pouvons caractériser. Et l'intérêt de cette possibilité de caractériser l'approche pédagogique qui est finalement le résultat dans ce que l'on retrouve dans le jeu vidéo, ça nous permet d'analyser le discours qui est fait vis-à-vis de l'objectif pédagogique du jeu vidéo. C'est-à-dire qu'en analysant des éléments vidéoludiques, en les caractérisant par une approche pédagogique que nous connaissons à travers un modèle, alors moi j'ai choisi le modèle de Leclerc et Poumet, sur lequel je reviendrai cet après-midi notamment, mais peu importe le modèle, celui qui vous convient, c'est parfait. Eh bien, vous allez pouvoir être capable d'analyser, on peut être capable d'analyser le discours des jeux. Et ça nous permet ensuite de dire, ok, est-ce que le jeu vidéo là veut persuader de quelque chose, ou s'il veut simplement exprimer un message, mais sans forcément convaincre son auditoire, son audience. Si je repense à ma séquence d'introduction, il y a eu une première partie où le message était balancé et le joueur était obligé de lire ce message. Donc là, il y avait un discours assez fort finalement. Tandis que la seconde phase, la phase d'exercisation, le joueur a totalement la possibilité de soit respecter le message, soit de s'en émanciper. Et auquel cas, là, on est déjà plus dans une discussion. Et ce à quoi il faut penser en tant que formateur, c'est comment nous allons agencer les éléments vidéoludiques dans le cadre de l'utilisation d'un jeu en formation. C'est à ça qu'il faut réfléchir en premier, avec l'objectif pédagogique que l'on veut proposer dans le cadre d'un jeu.
Pour illustrer vraiment, encore une fois, c'est ce qui vient d'être dit, j'ai pris 2 séquences de 2 jeux vidéo totalement différents. Enfin, il y a un lien de parenté, mais globalement, ils sont différents, sur un objectif pédagogique précis, qui ne dépasse pas la sphère du jeu, mais qui reste quand même facilement identifiable. L'objectif pédagogique est le suivant. À la fin du jeu, le joueur ou la joueuse sera capable, aura une connaissance plutôt, le joueur ou la joueuse aura une connaissance des éléments annexes de l'histoire. Voilà, c'est l'objectif pédagogique que je vous propose. Et là, on se retrouve avec 2 propositions différentes. Dans la première proposition, l'obtention d'un objet vous ouvre une boîte de dialogue obligatoire que le joueur est obligé de lire. En tout cas, est obligé de parcourir. On ne peut pas s'assurer totalement qu'il va la lire. Malheureusement. Là, on a un discours où on impose finalement le message. On veut dire, voilà, je veux absolument transmettre cette information et j'oblige le joueur à passer sur cette information. Et à l'issue de ça, je peux, en tant que game designer ou pédagogue, je peux supposer que eh bien, le joueur ou la joueuse en aura appris un peu plus sur les éléments annexes de l'histoire. C'est une première supposition, ça reste dans le cadre de l'hypothèse. Dans le deuxième cas, c'est un jeu qui est plus récent et où la diffusion de l'histoire est mise en récit, et où l'histoire est mise en récit uniquement par les objets que l'on peut acquérir dans son parcours. Donc je déplace mon avatar dans une zone spatialisée, j'obtiens un objet qui est soit important, soit pas important à une quête en particulier. Sauf que là, pour en apprendre plus sur l'histoire du jeu, je suis obligé d'aller dans mon inventaire, donc dans la gestion, dans ce qui me permet de gérer mes objets, de cliquer sur l'objet, de lire le descriptif de l'objet, et à ce moment-là, j'aurai une information supplémentaire sur l'histoire. Et donc là, on s'aperçoit que pour un même objectif pédagogique, nous avons 2 approches totalement opposées. Dans la première, on impose le message. Dans la seconde, on le laisse tel quel. Et c'est au joueur de, finalement, aller chercher cette information. Et pour terminer un petit peu sur cette présentation, tout ce que l'on a vu ce matin, tout ce que je vous ai proposé de voir et d'entendre ce matin, eh bien, ça montre qu'on peut aujourd'hui penser le game design comme une approche pédagogique, c'est possible, sauf qu'il faut aussi développer des compétences en tant que game designer et pas simplement penser le côté pédagogique de la chose. Il y a des exemples aujourd'hui qui montrent qu'on peut avoir la meilleure construction pédagogique ou la scénarisation pédagogique la meilleure du monde et s'apercevoir que le joueur va totalement s'en émanciper en disant « bah non, ça ne m'intéresse pas, moi je suis là pour autre chose » ou en tout cas je donne un sens nouveau au jeu. On voit ça par exemple dans le cas où aujourd'hui de nombreux jeux mettent une partie de leur histoire dans la collection d'objets. Donc il s'agit d'aller chercher un objet et après de l'obtenir pour ensuite avoir un morceau de l'histoire. Et donc on aligne, on a notre objectif pédagogique, on aligne les éléments de gameplay dessus, on aligne la récompense puisque l'élément de gameplay nous amène à un élément de l'histoire. Tout est aligné, tout est parfait dans notre esprit, sauf que finalement, le joueur va trouver ça trop long, va trouver ça ennuyant, il va se dire bah non, finalement, moi je suis juste là pour collectionner les objets, et le message, j'irai le lire un jour, probablement pas. Donc voilà. Donc c'est là où il faut vraiment se questionner en tant que formateur sur le développement et la création des jeux. Donc on aura l'occasion de rediscuter de ça avec Géraud et le second intervenant, j'ai oublié son nom, Jonathan, pardon, qui discuteront en troisième partie de cette matinée.
Le problème que j'ai souligné un peu en sous-texte lors de cette présentation, c'est la question de l'acquisition et du transfert des compétences. Est-ce que si j'arrive à faire quelque chose dans le jeu vidéo, est-ce que je vais être capable de le reproduire dans la vie réelle? Ça, c'était le débat que je vous ai présenté autour des Game Studies tout à l'heure. Auparavant, pardon. Et ça, c'est une vraie question parce que finalement, il y a des chercheurs comme Jacques Tardif qui vont nous dire bah non, absolument pas. C'est absolument pas vérifié que si je fais jouer tant d'heures un joueur à un jeu vidéo, eh bien, il va être capable de reproduire ce comportement dans la vie réelle. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des questions de contexte de jeu, il va y avoir des questions aussi tout simplement de situation, de ce qu'on appelle de famille de situations. Est-ce que ce que l'on vit dans le jeu, ça ressemble à ce que l'on vit au travail, à l'école, au lycée, etc. Et donc là, ça souligne de nouveaux enjeux qui, aujourd'hui, doivent être pensés lorsque l'on veut utiliser un jeu dans le cadre d'une formation. C'est comment les compétences acquises pour le jeu pourront être potentiellement transférables dans une autre sphère de la vie. Et là, les deux derniers points, et je conclus là-dessus, c'est à travers les différentes observations que j'ai pu faire et les différents tests auxquels j'ai pu participer au niveau des jeux spécialement conçus avec des objectifs pédagogiques. La première chose que je m'aperçois, c'est qu'on ne fait pas assez confiance aux joueurs et qu'il faut vraiment créer un jeu, ça ne se pense pas uniquement côté créateur. Ça doit aussi être testé. Parce que, comme je vous le disais, on peut avoir la meilleure séquence pédagogique et le joueur peut totalement se dire qu'il s'en fiche royalement et il va faire autre chose avec. Donc, il y a une nécessité de laisser jouer lors de la création du jeu. Il faut laisser vraiment les gens appréhender l'objet sans être là à leur dire comment faire. Et c'est ce qui doit se traduire aussi et ce que l'on va aborder cet après-midi, enfin déjà en fin de matinée et cet après-midi, autour du métier de game designer et des sessions de playtest. Donc si vous voulez, je vous propose qu'on s'arrête là pour la première intervention de cette matinée. On fait, donc comme je vous le disais, il y a une pause café d'une vingtaine de minutes dans lequel je vais lancer 2 jeux vidéo et je vous propose d'aller essayer ces 2 jeux vidéo pendant votre café. Merci beaucoup.